Section 15 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 15. La convalescence. Pendant les 2 mois qui suivirent les événements rapportés au chapitre précédent, la bête du Gévaudan ne discontinua pas ses ravages, bien qu'elle eût changé le lieu de la scène. Elle avait abandonné les bois de Mercoire. Les accidents, les désastres se multipliaient maintenant dans les contrées voisines. Mais il semblait que le monstre, rendu plus prudent par l'expérience, n'osât résider longtemps nulle part, et qu'il fût sans cesse en mouvement pour dépister les poursuites. On apprenait que le matin il avait jeté la terreur dans un village du Rouergue, et le soir même il dévorait quelque femme ou quelque enfant dans un hameau de l'Auvergne, à 15 ou 20 lieues de là. Les récits qui avaient cours sur ces affreux exploits étaient bien de nature à frapper l'épouvante, même quand ces récits étaient dépouillés de l'exagération ordinaire. Une fois, 5 pauvres enfants de la paroisse de Chanaleille, gardant un troupeau dans les montagnes, s'étaient vus attaqués tout à coup par l'animal féroce. Il emportait déjà le plus jeune, quand les autres, armés de bâtons et dirigés par le petit portefaix, l'un d'eux, résolurent de délivrer leur compagnon. Ils poursuivirent le loup, le tourmentèrent si bien qu'il finit par lâcher sa proie et par rentrer dans la forêt voisine. On racontait aussi l'histoire d'une femme du Rouget, nommée Jeanne Chastan. Étant sur sa porte avec ses 3 enfants, Jeanne avait eu à soutenir une lutte acharnée contre la bête du Gévaudan, qui tentait d'emporter tour à tour chacun de ses pauvres petits. La mère, furieuse, se jeta sur le loup, le pinça, lutta contre lui, et parvint, malgré les morsures qu'elle avait reçues elle-même, à le mettre en fuite. Mais cette victoire lui coûta cher. Un de ses fils, le plus jeune et sans doute le plus aimé, était mort quand on vint au secours de la malheureuse famille. Dans toutes ces relations des méfaits de la bête, on ne parlait pas de Jeannot Grandedent. Peut-être le lycanthrope s'était-il trouvé dans l'impuissance de suivre son infatigable compagnon. Peut-être une querelle était-elle survenue entre eux. Peut-être enfin Jeannot avait-il compris, malgré le dérangement de son intelligence, le danger d'une association pareille. Cependant, le petit nombre de personnes qui avaient connaissance des événements de Mercoire croyaient voir dans certaines aventures de la bête du Gévaudan la complicité d'une créature humaine, et la manière dont la bête avait échappé plusieurs fois aux poursuites pouvait bien confirmer cette opinion. Le désespoir des provinces, exposées à ces ravages, se trouvait donc au comble. Depuis la battue infructueuse, commandée par le baron de la Rocheboisseau, les battues et les chasses s'étaient succédé sans interruption, tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Souvent, 20 ou 30 paroisses se réunissaient pour investir le canton où l'on savait que le loup s'était réfugié. Les plus habiles veneurs du royaume accouraient pour porter secours aux malheureux habitants du Gévaudan. Le roi lui-même avait envoyé dans le pays le baron d'Enneval, gentilhomme normand, qui passait pour le premier louvetier de France. On se levait en masse contre l'ennemi commun. Une fois, un corps de 20 000 chasseurs note. Nous n'exagérons pas, tous ces détails sont historiques, on peut les vérifier dans les mémoires du temps. Fin de la note. Vint entourer le bois de prunières où il s'était établi. Cette espèce d'armée ne réussit pas mieux que les troupes moins nombreuses qui l'avaient précédé. Le loup échappait toujours avec un bonheur infernal. À différentes reprises, on avait cru le tenir enfermé dans une enceinte étroite que cernaient d'excellents tireurs. Toujours, il avait disparu comme s'il se fût changé en fumée. Les chiens refusaient de donner sur lui et s'enfuyaient en hurlant dès qu'ils l'apercevaient. Certains chasseurs assuraient que leurs balles de plomb avaient rebondi sur son corps et étaient tombées aplaties. D'autres, qui l'avaient tiré presque à bout portant avec des pièces d'argent repliées, affirmaient l'avoir mortellement blessé et montraient les traces de son sang. Malgré cela, 2 ou 3 jours après, on apprenait qu'il était miraculeusement guéri de sa blessure et qu'il avait encore dévoré quelques victimes. Le découragement devenait général. Les plus sceptiques finissaient par croire à la magie, au sortilège. On faisait des neuvaines, des processions. D'après un mandement de l'évêque de Mende, le Saint-Sacrement demeurait exposé dans toutes les églises du Gévaudan, comme au temps des pestes et des calamités publiques. Les populations en détresse, sans négliger aucun moyen humain d'arrêter le fléau, ne semblaient plus avoir d'espoir qu'en Dieu. Tel était l'état des choses au moment où nous ramenons le lecteur à Langogne, dans l'auberge de la veuve Richard,
où l'on avait transporté la Roche-Boisseau dès que l'état de sa blessure l'avait permis. Cette blessure, en effet, malgré les prévisions fâcheuses du chirurgien, s'était promptement cicatrisée, et le baron, sentant combien sa position était fausse chez mademoiselle de Barjac, avait eu hâte de quitter le château. Du reste, il en était parti avec tous les honneurs de la guerre. Comme il montait en litière, la châtelaine, assistée de sœur Magloire et de ses principaux domestiques, était venue en grande cérémonie lui faire la révérence et lui souhaiter un heureux voyage. Magnac l'avait accompagné à cheval jusqu'aux limites du domaine, où, malgré quelques paroles à voix basse échangées entre eux, on s'était séparé avec les apparences d'une cordialité réciproque. À partir de ce jour, la Roche-Boisseau avait donc résidé à Langogne, et grâce aux soins combinés de l'active Richard, de la Branche, son piqueur et son valet de chambre, enfin de son ami et créancier Legris, il s'était trouvé bientôt en convalescence. À la vérité, Legris avait dû s'absenter plusieurs fois pour aller voir son père, qui habitait une ville peu éloignée. Mais il ne tardait pas à revenir auprès du baron, et leur intimité semblait plus grande encore que par le passé. Peut-être le désir de hanter les nobles campagnards, qui se réunissaient autour du blessé, afin de l'aider à supporter les ennuis de la retraite, était-il la cause principale de cette assiduité. L'auberge de madame Richard semblait être maintenant un lieu de fête et de plaisir. On y buvait, on y riait, on y jouait sans cesse. Et le jeune plébéien devait saisir avec empressement cette occasion de se glisser dans la haute compagnie. Un matin, Legris entra dans la chambre que le baron occupait au premier étage de l'auberge. Le zèle ingénieux de madame Richard avait réuni là tout le confort désirable. De doubles rideaux garnissaient les fenêtres, le plancher était couvert d'un tapis, un paravent protégeait contre les vents coulis de la porte, et comme on était à la fin de l'automne, un bon feu de châtaignier pétillait dans la cheminée. La Roche-Boisseau, revêtue d'une magnifique robe de chambre, fraîchement rasée et poudrée, paraissait tout à fait remis de sa blessure, sauf une légère pâleur, à peine sensible sur ses traits mâles. Il était en train de compter des nombreuses pièces d'or étalées sur la table, ce qui ne l'empêchait pas d'écouter madame Richard, qui, debout devant lui, toujours fraîche et riante, l'amusait de son bavardage. Enchanté de vous voir sur pied, mon cher baron, dit Legris avec gaieté. Morbleu, cela réjouit l'âme, après tous les chagrins que vous nous avez causés. Merci, Legris, répliqua la Roche-Boisseau, en alignant toujours ses pièces d'or. Oui, cela ne va pas mal ce matin. Je ne m'y suis jamais senti si joyeux et si dispos. Je comprends, reprit Legris en clignant des yeux, que votre occupation présente vous donne des idées couleur de rose. Bon, qu'est-ce que 300 ou 400 misérables louis que j'ai gagnés ces temps-ci au marquis de Castillac et à vos pillières? Il faut bien que ma convalescence me rapporte quelque chose. Mais vous savez, Legris, que je suis un bourreau d'argent, je n'irai pas loin avec cela. Et il laissa tomber l'or dans un tiroir en cascade brillante. À propos, madame Richard, continua-t-il en s'adressant à l'hôtesse, cet homme de Mercoire, ce Fargeau, qui vient chaque semaine s'informer de mes nouvelles de la part de mademoiselle de Barjac, est-il arrivé? Pas encore, monsieur le baron, mais il ne peut tarder, car c'est son jour. Ma foi, poursuivit la jolie veuve d'un air malin, il faut que vous ayez laissé là-bas des souvenirs bien vifs. Il ne se passe pas de semaine que l'on envoie un exprès de Mercoire pour savoir comment vous vous portez. Ce sont des questions infinies sur votre santé, sur vos actions. On va jusqu'à s'enquérir avec soin de monsieur Legris lui-même, ce qui doit le flatter grandement, ce me semble. Cette observation fut accueillie par un sourire équivoque du baron et par une grimace de Legris. En effet, répliqua la Roche-Boisseau, nous avons des amis de ce côté. Mais l'amitié est si fragile, madame Richard. Enfin, quand Fargeau arrivera, prévenez-nous aussitôt, on a besoin de lui parler. Il suffit. Monsieur le baron souhaite-t-il encore quelque chose? Certainement, ma chère, répondit la Roche-Boisseau. Il se tourna prestement et appliqua 2 gros baisers sur les joues rebondies de l'hôtesse. Voilà, dit-il. Et maintenant, songez à mon déjeuner. Du Saint-Péret et une omelette aux truites, comme autrefois. Décidément, reprit la veuve en se sauvant, monsieur le baron est guéri. Il a repris ses habitudes. Dès que la porte se fut refermée derrière elle, la Roche-Boisseau redevint grave tout à coup. Asseyez-vous, Legris, dit-il à son confident, en lui montrant un siège. Hier au soir, quand vous êtes arrivé de la ville, j'achevais de donner une leçon à ces jeunes campagnards qui osent me défier au jeu, mais je n'ai pu causer encore avec vous. Cependant, vous devez avoir beaucoup de choses à me dire. Eh bien, quelle nouvelle de votre père, cet intraitable Crésus? Me soutiendra-t-il de sa bourse dans le nouveau procès que je vais entamer contre l'abbaye de Frontenac, au sujet des domaines de Varinas? À dire vrai, mon cher baron, le vieux hésite encore. Vous lui devez tant d'argent.
D'autre part, ces moines de Frontenac sont fort puissants, et l'on craint de s'attaquer à eux. Toutefois, je finirai peut-être par arranger l'affaire à votre satisfaction. Vous n'avez jamais douté de mon amitié et de mon dévouement, j'espère. Mille grâces pour votre amitié, Legris. Mais, de par le diable, votre père ne risquerait pas grand-chose en m'avançant encore quelques milliers de pistoles, si, comme on peut le prévoir, j'ai des chances de mettre à la raison ces coquins de moines. La terre de Varinas, avec les revenus depuis 16 ans, peut monter, d'après mon calcul, à 5 ou 600 000 écus. Un beau denier, Legris, et votre père devrait considérer cela. Mais le plus pressé est de nous entendre à tout prix avec Fargeau. Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas, que cet homme est dépositaire d'un important secret touchant la mort de mon jeune cousin de Varinas? Je vous ai dit, La Rocheboisseau, ce que je savais sur cette affaire. Mon valet étant à boire, il y a quelque temps, à Cransac, apprit du cabaretier que Fargeau avait jasé pendant son ivresse et qu'il s'était vanté de pouvoir perdre certains personnages haut placés. Il insinuait que vous donneriez gros pour avoir un petit papier qui était en sa possession, car ce papier pourrait vous faire restituer les domaines de Varinas. Ceci est très clair, dit le baron d'un air pensif. Eh bien, Legris, chargez-vous de voir cet homme quand il se présentera tout à l'heure. Vous ne manquez pas de finesse. Encore ce service, et vous ne vous en repentirez pas. Prenez Vargeot à partie, faites-le boire, donnez, promettez. Je mets à votre disposition tout cet or que je viens de gagner. On en trouvera d'autres s'il le faut. Oh, que ne donnerais-je pas pour tenir enfin sous ma main, sous ma botte, ces exécrables frocards. Franchement, baron, la mission ne sera pas des plus faciles. L'ancien garde général, depuis la mort tragique de sa fille, est devenu sombre, taciturne. Il ne boit plus, il ne va plus au cabaret. Mon valet n'a pu lui arracher un mot touchant l'affaire dont il s'agit. Votre valet est un imbécile, et vous un garçon d'esprit, mon cher Legris. Je ne crois pas à ces conversions subites. Grattez l'épiderme du converti, et vous trouverez le chenapan. Qui a bu, boira, dit le proverbe. Voyez vous-même, je compte sur votre amitié, et vous réussirez, j'en suis sûr. Mais laissons cela. Quelle nouvelle de notre belle amie la châtelaine de Mercoire? À ma vive satisfaction, on ne connaît pas dans le public le vœu de mademoiselle de Barjac. Vous vous souvenez que le père Bonaventure nous recommanda le secret à tous, afin, disait-il, de diminuer le nombre des prétendants. Ainsi peu de personnes savent encore quelle magnifique récompense attend le vainqueur de la bête, ou l'on en parle comme d'un bruit vague qui ne mérite aucune croyance. Je ne vois donc guère que 3 ou 4 personnes, parmi lesquelles vous vous comptez naturellement, n'est-il pas vrai, Legris? Demanda le baron avec un peu d'ironie. En effet, pourquoi ne seriez-vous pas tout comme un autre seigneur de Mercoire? Votre père vous achèterait une de ces charges qui ennoblissent, et que l'on appelle savonnette à vilain. Vous pourriez alors faire souche de gentilhomme, et après 2 ou 3 générations, on ne soupçonnerait plus que vous étiez le fils d'un simple procureur. Cependant, ne vous montez pas trop la tête, mon pauvre Legris, car il se présentera certainement des concurrents redoutables pour vous disputer la main de la demoiselle. Il est vrai, baron, et sans vous compter, vous qui auriez tant de chances de succès, on assure qu'une de nos connaissances se met sur les rangs. Il s'agit d'un jeune cadet que nous avions tout au plus jugé capable de soupirer au nuage et de débiter des maximes de morale. Bon, vous voulez parler de l'agneau des révérends pères, répliqua la Rocheboisseau avec amertume. Du diable si je ne le crois pas capable d'autre chose. Le jeune drôle ne manque ni d'énergie ni de courage, et s'il venait à rompre ses lisières. Ainsi donc, monsieur Léon aime aussi mademoiselle de Barjac. Je l'avais deviné dès le premier moment. On prétend qu'il bouleverse tout là-bas, à l'abbaye de Frontenac, où il est retourné avec son oncle le prieur. Il a maintenant chiens et chevaux, on vient d'acheter pour lui les plus belles armes de Liège et de Saint-Étienne. Il s'exerce constamment, afin de devenir un tireur de premier ordre. Il s'est attaché un ancien piqueur de la vénerie royale, dont on dit des merveilles, et ils courent les bois ensemble, soit à pied, soit à cheval. Les moines ne lui refusent rien, et fournissent complaisamment à ses dépenses. Malgré cela, je doute fort que M. Léonce parvienne jamais à son but. Qui sait, dit la Rocheboisseau d'un air soucieux. Il ne lui faudrait qu'un moment de bonheur. Mais quand ce veneur novice pourra entrer en campagne, la bête sera morte depuis longtemps. Nous y pourvoirons, à moins que ce louvetier de Paris, qui doit nous en remontrer à tous, n'y pourvoie avant nous. Allons, la Rocheboisseau, ne pouvez-vous pas pardonner à ce pauvre baron d'Enneval, qui nous est arrivé si confiant en lui-même, si fier de la commission qu'il avait reçue du roi? Il commence pourtant à reconnaître que la tâche est au-dessus de ses forces. Après 10 chasses formidables, il n'est pas plus avancé que le premier jour. La bête joue avec lui à la cligne musette.
Il court toujours après elle, sans l'atteindre jamais. Denneval est sur les dents. Ses chiens, ses chevaux, ses valets demandent grâce. Il parle de s'en retourner à Paris et de laisser à qui voudra le soin de purger le Gévaudan de cette peste. La Roche-Boisseau fit quelques pas dans la chambre d'un air pensif. Ce que vous m'apprenez, Legris, reprit-il, confirme une idée qui m'est venue depuis la battue malheureuse que j'ai commandée dans les bois de Mercoire. Ces chasses, à grand bruit, ne réussiront jamais avec un animal aussi défiant et aussi rusé que le loup en question. Elles l'inquiètent et le tiennent constamment en alerte. Il faudrait donc que deux hommes résolus, bons tireurs, et pouvant compter l'un sur l'autre, tels que vous et moi par exemple, partissent armés de leurs fusils et suivis de deux ou trois valets sans plus. Il serait inutile de s'embarrasser d'une bande de chiens braillards et poltrons qui se sauvent aussitôt que l'animal s'arrête. J'amènerai seulement avec moi mon limier Badino, afin de pouvoir suivre la piste, et un bon gros chien dogue qu'on lâcherait au moment opportun. Le loup, d'après tous les rapports, est plein de courage. Il ne refuserait pas le combat contre un si petit nombre d'ennemis. Il engagerait bravement la lutte. Et si terrible qu'on le suppose, on pourrait trouver l'occasion d'en finir avec lui. Je sais précisément où me procurer un chien comme je le souhaite. Il en est un qui a déjà gaillardement chargé la bête du Gévaudan. C'est le chien de Jean Godard, maître Bouvier de Mercoire. Jean Godard me le cédera, dussé-je le payer 1000 livres. Ainsi accompagné et équipé, je me mettrais en route dès que les forces me seraient revenues, ce qui ne tardera pas maintenant plus de quelques jours. Eh bien, que dites-vous de mon plan, Legris? Il est excellent. Il aurait d'autant plus de chances de succès qu'il diffère complètement de ceux qui ont échoué jusqu'ici. Ainsi donc, baron, vous m'associerez à son exécution, au risque de me voir, par pur hasard sans doute, mériter la récompense. Souvenez-vous de nos conventions, chances égales pour vous comme pour moi. Si le sort vous favorise, je serai le premier à vous en féliciter. Si la veine tourne en ma faveur, il vous faudra prendre votre parti en brave. Je vous fais aussi beau jeu qu'à moi-même, Legris. L'amitié la plus exigeante ne saurait demander davantage. C'est vrai, mon cher baron, et je vous en remercie. Mais cette expédition à deux ou trois contre une bête aussi redoutable présentera de grands dangers. Si vous avez peur, dit la Roche-Boisseau d'un ton goguenard, restez à votre coin du feu. Selon toute probabilité, fatigues et dangers ne manqueront pas. Ni les unes ni les autres ne m'effraieraient si j'étais sûr. Quoi que vous en disiez, baron, les chances pour vous et pour moi seront loin d'être égales. Vous êtes un chasseur expérimenté, et je me sens en vénerie, comme en beaucoup d'autres choses, d'une infériorité écrasante auprès de vous. Aussi ne serait-il pas possible qu'après avoir partagé vos travaux et vos périls, je n'eusse aucune part à la récompense? Cela serait fort possible, en effet, mon pauvre Legris, répondit la Roche-Boisseau avec une bonhomie qui cachait de la malice. Mais que faire à cela? Je m'engage à vous fournir loyalement l'occasion de gagner la récompense annoncée, tout en m'efforçant de la gagner moi-même. N'attendez rien de plus. Legris ne paraissait pas très satisfait des chances par trop aléatoires qu'on lui laissait dans l'entreprise commune. Il n'avait peut-être qu'une foi douteuse dans la générosité de son ami. Et en fort bon calculateur, il rêvait au moyen de s'assurer des avantages positifs. Après un moment de réflexion, il s'enhardit et demanda résolument: Voyons, la Roche-Boisseau, expliquons-nous avec franchise. Aimez-vous véritablement mademoiselle de Barjac, qui ne vous aime pas, elle, et qui l'a bien prouvé? Les yeux du baron brillèrent d'un éclat inaccoutumé à cette question. Mais se rappelant aussitôt quel intérêt il avait à ménager son confident, il répondit avec un enjouement affecté: Connaissez-vous assez peu les femmes, mon cher Legris, pour croire qu'un pareil acte prouve rigoureusement de l'aversion? Me connaissez-vous assez peu moi-même pour penser que ce coup de couteau de notre charmante châtelaine ne serait pas plus capable d'irriter ma passion que de l'éteindre? Mais pourquoi cette question, et où voulez-vous en venir? À ceci, baron, que le moment est arrivé peut-être de vous demander le prix de mes services passés et de ceux de mon père. Depuis plusieurs années, vous puisez à pleine main dans notre bourse. À l'heure où nous sommes, la vente de toutes vos propriétés patrimoniales pourrait à peine acquitter le moitié de votre dette. Cependant, mon père a une idée très nette de la valeur de l'argent. S'il s'agissait de toute autre personne que de l'ami de son fils, il eût depuis longtemps exigé le paiement de sa créance. Et vous devinez le résultat inévitable de ces poursuites. D'autre part, vous allez entamer un procès contre la plus riche, la plus puissante maison religieuse de la province, et vous avez besoin d'avances considérables. Eh bien, tout pourra venir à bien si réellement vous n'aimez pas mademoiselle de Barjac. Comment l'entendez-vous, maître Legris? Écoutez-moi, baron, et je vous en conjure, ne vous offensez pas de mes paroles. Mon père a gagné une grande fortune, n'importe comment,
et à l'exemple de beaucoup d'autres bourgeois enrichis, il éprouve l'ambition d'ennoblir sa race, de voir son fils unique devenir gentilhomme. Peut-être, en effet, m'achètera-t-il bientôt une de ces charges dont vous parliez tout à l'heure, et que vous appelez dédaigneusement des savonnettes à vilains. Vous savez pourtant comme moi que plusieurs familles, fort honorées aujourd'hui, ont commencé par là. Néanmoins, nos projets d'élévation auraient pu n'avoir qu'une réalisation lente et incertaine, quand le vœu bizarre de la riche héritière de Mercoire est venu les modifier. Mon père a pris feu au premier mot que je lui ai dit de cet événement. Il y voit un moyen sûr et prompt d'arriver au but de nos désirs, et il ferait les plus grands sacrifices, même celui de toute sa fortune qui est immense, pour me voir épouser mademoiselle de Barjac. Eh bien, mon cher Legris, parvenez à tuer la bête du Gévaudan, et mademoiselle de Barjac vous appartiendra. Mais je ne puis réussir dans cette entreprise que par votre secours, et votre antagonisme me laisse fort peu d'espérance. Voilà pourquoi je vous adjurais de me dire si vous aimez véritablement la belle châtelaine. Peut-être oui, peut-être non. Encore une fois, que vous importe le gris? Non, vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas aimer une femme qui vous a si cruellement traité, qui a mis votre existence en danger. Elle doit vous mépriser, vous devez la haïr. Toute union entre vous est absolument impossible. Si vous recherchez sa main avec tant d'ardeur, c'est que vous cédez sans aucun doute à l'une des trois considérations que voici. Ou bien vous voulez vous venger d'elle pour ses dédains et ses violences passées, ou bien vous espérez contrecarrer les projets des moines, qui destinaient leurs pupilles au neveu du prieur, ou bien enfin, vous n'avez d'autre but que de relever votre fortune en devenant seigneur de Mercoire. Allons, répondez avec votre loyauté ordinaire, la Rocheboisseau. N'ai-je pas deviné juste? Il y a peut-être du vrai dans vos suppositions, répliqua laconiquement le baron. Je puis donc, reprit Legris avec une animation extraordinaire, vous demander ouvertement certains sacrifices? Vous allez rentrer, selon toute apparence, dans la possession des domaines de Varinas, beaucoup plus vastes que ceux de Mercoire. Mais pour arracher cette riche proie à ces moines rapaces qui la retiennent depuis tant d'années, vous avez besoin de nouvelles sommes. Or, ces sommes, mon père est encore disposé à vous les avancer. Bien plus, dans le cas où le procès ne réussirait pas, vous le trouveriez très coulant sur le chapitre des anciennes dettes. Il pourrait même aller jusqu'à vous rendre vos titres de propriété. Enfin, on vous donnerait pleine et entière satisfaction sur tous les points. Et que me demanderiez-vous en échange, mon cher Legris? Peu de choses. Si la bête du Gévaudan venait à tomber sous les coups de l'un de nous deux, ce serait toujours moi qui aurais l'honneur et le profit de cette prouesse. À merveille! Et si, car il faut tout prévoir, nous ne parvenions à l'abattre ni l'un ni l'autre? Alors nous vous revaudrions en bons offices vos généreuses intentions. Mais vous ferez nos efforts pour mener à bien cette entreprise, et vous réussirez. Vous auriez trop de déplaisir à voir ce Léonce ou tout autre aventurier dérober la main et les terres de mademoiselle de Barjac. Oui, nous réussirons. Vous aurez votre patrimoine de la Rocheboisseau et les domaines de Varinas. Moi, j'aurai Mercoire et cette capricieuse demoiselle qui vous déteste. Eh bien, baron, répondez-moi donc, est-ce marché conclu? La Rocheboisseau, dans sa vie aventureuse et débauchée, avait perdu depuis longtemps cette fleur de délicatesse, ces sentiments de dignité personnelle, qui caractérisent alors la partie saine de la noblesse. Cependant, soit qu'en effet il aimât Christine, soit qu'il fût révolté de l'insolence de ce parvenu qui proposait cyniquement un partage, il se redressa tout à coup d'un air menaçant. Il allait éclater peut-être, quand la porte de la chambre s'entr'ouvrit, une servante annonça que l'homme de Mercoire venait d'arriver et attendait dans la salle basse. Cette nouvelle fit rentrer subitement la Rocheboisseau en lui-même. Domptant sa colère, il reprit avec une bienveillance apparente. Allons, allons, nous reviendrons sur tout cela. Ne nous hâtons pas de vendre la peau de l'ours. Le plus pressé, mon cher Legris, est de voir Fargeau, de découvrir son secret et d'en tirer bon parti. Jusqu'à ce que nous soyons éclairés sur ce point, nous devons ajourner toute résolution définitive. Legris craignait d'avoir blessé l'orgueil du gentilhomme. Cette douceur le surprit autant qu'elle le charma. Il se leva précipitamment. Vous avez raison, reprit-il. Je vais entreprendre ce vieux coquin, et si rusé, si timoré qu'il soit, je saurai bien le mettre à la raison. Mais je serais encore plus sûr du succès, baron, si vous vouliez me promettre. Que puis-je promettre avant d'avoir une donnée certaine relativement au domaine de Varinas? Apportez-moi de bonnes nouvelles, et nous finirons par nous entendre. Voyons, à l'œuvre, mon cher Legris. Il s'agit de gagner vos éperons. Le Fargeau n'est pas maniable, à ce qu'il paraît. Vous n'aurez que plus de mérite à le vaincre. J'aurais bien pu me charger moi-même de cette besogne, poursuivit la Rocheboisseau, mais elle vous convient mieux qu'à moi.
Il est des choses que je ne saurais faire malgré tout. Le gris feignit de ne pas remarquer le mépris à peine dissimulé de son patron pour la mission qu'on lui confiait. La Roche-Boisseau ouvrit le tiroir où il avait serré l'or provenant de ses gains au jeu. Prenez, dit-il, et n'allez pas, avec votre parcimonie ordinaire, compromettre le résultat de la négociation. Donnez à Fargeau tout ce qu'il demandera. Dussiez-vous dépenser jusqu'à mon dernier louis. Il faut l'éblouir. Promettez comme si vous aviez à votre disposition les trésors du Pérou. M'avez-vous bien compris? Oui, oui, répliqua Legris en puisant dans le tiroir. Mais je ne désespère pas de réussir sans jeter ainsi l'argent par les fenêtres. Jusqu'à nouvel ordre, vous n'en aurez pas trop, mon cher baron. Allons, je vous quitte, mais je reviendrai bientôt vous annoncer ma victoire. Il fit un signe encourageant et sortit. Dès que le baron n'entendit plus le bruit de ses pas, il donna cours à des sentiments péniblement refoulés. L'impudent, le niais, l'effronté, murmura-t-il. Oser m'adresser une pareille proposition, à moi, prétendre à épouser mademoiselle de Barjac, lui, ce fils d'un vieux grippe-sous, ce vilain à l'âme étroite, aux idées basses, aussi lâche qu'avare. Je ne sais ce qui m'a empêché d'éclater et de lui dire. Mais les circonstances sont d'une extrême gravité, et je dois soigneusement le ménager, tant que j'aurai besoin de lui. Fin de la section 15. Section 16 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 16. Le marché. Fargeau, depuis la mort tragique de sa fille, avait quitté la loge de la Mare et renoncé à ses fonctions, dont il s'était du reste toujours fort mal acquitté. L'opinion commune lui reprochait d'avoir été la cause première du funeste événement, et malgré son repentir apparent, on ne prenait pas la peine de lui cacher l'aversion qu'il inspirait. Néanmoins, soit que mademoiselle de Barjac eut égard aux recommandations dernières de Marion, soit qu'une influence mystérieuse fût intervenue en faveur de l'ancien garde général, il n'avait pas été honteusement congédié, comme son indigne conduite eût semblé le mériter. Loin de là, on lui avait donné une retraite au château. Il exerçait une sorte de surveillance sur les autres domestiques, et il était employé aux occupations les moins pénibles. Sa vie eût donc été fort douce dans sa position nouvelle, si le mépris qu'on lui témoignait en toutes circonstances, et peut-être des remords secrets, n'eussent troublé son esprit. Même au physique, Fargeau avait subi un changement complet. Son teint fleuri d'autrefois avait disparu. Son embonpoint luxuriant s'était affaissé. Ses yeux étaient mornes et éteints. Au lieu de son bel uniforme de garde, il portait maintenant une sorte de livrée grise qui flottait sur son corps amaigri. Tout en lui attestait le dépérissement, l'humiliation, l'abandon de soi-même. Cependant, il ne fallait pas de longues observations pour reconnaître que le chagrin n'avait pas rendu cet homme meilleur. Son humeur semblait même s'être aigrie davantage, et sa haine contre les autres s'accroissait de tout son mépris, de toute sa haine contre lui-même. Quand Legris entra dans la cuisine, Fargeau, qui était assis au coin du feu, se leva et salua d'un air sombre. Le jeune bourgeois prit avec lui ce ton familier et protecteur qu'il avait appris de la Roche-Boisseau, son patron. Bonjour, bonjour, maître Fargeau, dit-il avec empressement, ravi de vous voir. Mais passons dans le petit salon. Nous serons plus à l'aise pour causer. Et madame Richard voudra bien nous y faire servir 2 bouteilles de son meilleur vin, à l'instant même. N'est-ce pas, madame Richard? L'hôtesse était fort surprise. Aussi fière avec les inférieurs que plat et complaisant avec les gentilshommes. Legris n'avait pas l'habitude de traiter ainsi les gens de la condition de Fargeau. Mais l'ami du baron ne parut pas remarquer l'effet produit par cette dérogation
à sa fierté habituelle. Il entra dans la pièce voisine, et Fargeau le suivit machinalement. Bientôt, l'un et l'autre se trouvèrent assis devant une table où figuraient les flacons demandés. Legris commença par accabler le messager de questions sur tous les habitants de Mercoire, pour lesquels il affectait une extrême affection. On lui répondait d'un ton laconique, froid, et l'on semblait se tenir sur la défensive. Fatigué de cette réserve irritante, il saisit une bouteille et remplit les verres d'une liqueur dorée, qui répandit un parfum délicieux dans toute la salle. « Allons, père Fargeau, dit-il d'un ton engageant, vous devez être fatigué de cette course matinale. Vous ne refuserez pas de me faire raison, je pense. Merci, monsieur. Je me suis promis de ne plus boire de vin. Bon, pour le méchant vin de vos cabarets de village, mais celui-ci est du Saint-Péret, voyez-vous, et le Saint-Péret de madame Richard est en réputation dans toute la province. Goûtez-en, vous dis-je. Une fois n'est pas coutume. Que diable! Fargeau détourna la tête en répétant son refus. À votre aise, dit Legris. Il porta son verre à ses lèvres et parut déguster longuement le précieux nectar. L'ancien ivrogne demeura impassible. La conversation continua. L'un ne se lassait pas d'interroger. L'autre répondait brièvement et par monosyllabes. Legris apprit ainsi que mademoiselle de Barjac, fidèle à ses bonnes résolutions, n'avait pas revêtu une seule fois son costume d'Amazone depuis la dernière battue dans les bois de Mercoire, qu'elle ne montait plus à cheval, qu'elle ne sortait plus sans être accompagnée de Magnac et de plusieurs domestiques, qu'elle vivait solitaire, qu'elle paraissait triste. Or, malgré l'intérêt de ces détails, il n'en était pas plus avancé quant au but de la mission qu'il avait reçue. Il cherchait un moyen d'aborder habilement la question, mais, soit hasard, soit calcul, Fargeau ne lui fournissait pas l'occasion désirée, et le temps s'écoulait sans amener aucun résultat. Il faut qu'on lui ait fait sa leçon, pensait Legris, ou bien qu'il soit véritablement converti. Du diable, si je sais comment je dois prendre ce vieux bourru. Fargeau, ennuyé sans doute de ce bavardage inutile, finit par se lever. J'ai répondu à tout ce que vous m'avez demandé, monsieur Legris, répondit-il. À votre tour, vous me permettrez bien de m'acquitter de mon message. Devrais-je annoncer à mes maîtres que monsieur de la Rocheboisseau est toujours en bonne voie de guérison? Vous pouvez même leur annoncer qu'il est complètement guéri. Mon noble ami parle déjà de monter à cheval. Cela fera plaisir à monsieur de Magnac, qui a grande impatience de savoir monsieur le baron entièrement remis de sa blessure. Et pourquoi donc, Fargeau? Je ne sais pas. Et vous aussi, monsieur Legris, vous êtes frais et dispos. Vos soins ne doivent plus être nécessaires à monsieur le baron, puisqu'on dit que vous allez et venez sans cesse dans le pays. Ah ça, demanda Legris d'un air de malaise, est-il bien vrai que le chevalier s'informe aussi de moi? Je crois bien. Il s'occupe de vous comme de monsieur la Rocheboisseau lui-même, et il s'enquiert des plus petits détails sur l'un et sur l'autre. C'est trop d'honneur. La vérité est, mon cher Fargeau, que le baron ne se ménage pas assez, et que les forces reviennent avec lenteur. Si je n'étais là pour veiller constamment sur lui, pour l'empêcher de commettre des imprudences. Ne vous pressez donc pas de donner des nouvelles favorables à cet excellent chevalier. Par exemple, j'espère bien que dans une quinzaine, la Rocheboisseau pourra se tenir debout, et que moi-même je serai délivré de tout souci à son égard. Legris comptait sans doute qu'avant l'expiration de ce délai, son ami et lui auraient quitté Langogne et le voisinage de Mercoire. Il suffit, reprit Fargeau, je m'acquitterai soigneusement de ma commission. Et il allait sortir. Legris, un moment déconcerté par l'intérêt un peu trop vif que le chevalier de Magnac
prenait à son sort, fut brusquement rappelé au sentiment de la situation présente. Un moment encore, mon brave homme, reprit-il affectueusement. Je remarque en vous un fond de chagrin qui m'afflige. Je connais vos malheurs, et quoique nous soyons de conditions différentes, il appuya sur ces derniers mots. Je voudrais vous donner quelque consolation. Voyons, père Fargeot, d'où vient donc que vous êtes changé à ce point? Est-ce que vous ne serez pas heureux à Mercoire? Est-ce que l'on n'aurait pas, pour votre infortune, tous les égards qu'elle mérite? Ce langage amical eût dû produire une vive impression sur Fargeot, qui n'était pas habitué à s'entendre adresser des paroles de sympathie. Cependant, il répondit avec amertume. Des égards, monsieur? Et quels égards voulez-vous qu'on ait pour moi? Tout le monde, là-bas, m'accuse et me méprise. On m'a recueilli au château, mais c'est par pitié et peut-être en considération de la pauvre défunte. On ne m'aime pas. Je crèverais comme un chien derrière un buisson, que personne ne me plaindrait. Ensuite, poursuivit-il d'un ton farouche, n'ai-je pas mérité tout cela, et peut-être pis? Et pourquoi donc? Est-ce votre faute si la chère enfant s'est obstinée à courir vous chercher dans les bois, malgré les instances de grand-Pierre? Avez-vous dit quelque chose pour la pousser à cette imprudente démarche? Il n'y a là qu'un déplorable accident qu'il serait injuste et absurde de vous imputer. Le croyez-vous, monsieur? Est-ce bien là votre pensée? Reprit Fargeot, en se redressant avec une indicible expression de joie. Je me suis dit cela déjà, mais les autres, et surtout le curé de Mercoire, prétendent au contraire. Rasseyez-vous, et causons comme de bons amis. Ceux qui cherchent à vous tourmenter ont peut-être leurs raisons pour en agir ainsi, mais des gens sans passion, comme moi, ou comme mon digne ami, monsieur Laroche-Boisseau, ne peuvent que vous plaindre. Le seul coupable est ce maudit animal que nous allons rechercher et combattre à outrance quand le baron sera rétabli. Oh, permettez-moi de vous aider. Je vous aiderai, s'écria Fargeot avec chaleur. Je puis vous fournir les moyens de surprendre cette exécrable bête. Ainsi donc, poursuivit-il d'un ton différent, monsieur le baron trouve que je n'ai rien à me reprocher dans l'effroyable événement qui m'a privé de ma fille? Il faudrait être bien stupide ou bien méchant pour penser le contraire. Mais je vous le répète, Fargeot, on s'est étudié à vous inspirer de pareilles idées pour en tirer quelque profit. Que me parliez-vous donc du curé de Mercoire, qui aurait cherché à troubler votre conscience par des reproches immérités? Oh, vous avez raison, monsieur, dit le garde avec une expression haineuse. Ce prêtre attendait quelque chose de moi, et j'ai maintenant la certitude qu'il agissait à l'instigation des moines de Frontenac. Mais, quoique je fusse à moitié fou de douleur, je me suis montré aussi rusé que lui, et il n'a pas obtenu ce qu'il convoitait. Et que convoitait-il, mon cher Fargeot? Rien, rien, monsieur. Le gris comprit qu'il ne devait pas aller trop vite, et qu'il atteindrait plus sûrement son but en redoublant d'adresse et de patience. Je conclus de tout ceci, Fargeot, reprit-il doucement, qu'on ne vous traite pas bien là-bas, à Mercoire, et je vous conseillerais de quitter le château sans retard. Sur ma foi, on finirait par vous rendre complètement fou. Déjà, vous n'êtes plus reconnaissable, vous, si bon compagnon autrefois, si joyeux convive, vous vivez comme un loup, vous ne riez plus, vous ne parlez plus, vous avez le teint blême et les joues creuses. Voyons, Fargeot, êtes-vous un homme? Déridez-vous donc, morbleu. Tenez, ajouta-t-il en remplissant les verres, je vous propose une santé que vous ne refuserez pas cette fois, à votre charmante maîtresse, la noble demoiselle de Barjac, et à l'humiliation des intrigants qui l'entourent. En même temps, il présentait le verre plein à Fargeot qui le prit. Je ne peux refuser une pareille santé.
répliqua-t-il. Mademoiselle avait d'excellentes intentions pour ma fille, et quoiqu'elle ne m'aime pas, elle vous plaindrait, Fargeau, si elle n'était obsédée continuellement par les créatures de Frontenac, et celles-là, puisse Dieu ou le diable les confondre. Amen, de tout mon cœur, répliqua Fargeau, et il vida son verre. À partir de ce moment, il sembla que le père de Marion devint un autre homme. L'habileté perfide du tentateur avait enfin triomphé de ses remords, partagés jusque-là entre le mal et le bien. Fargeau retombait dans le mal de toute sa hauteur. Une conversation à voix basse, mais fort animée, s'établit entre les deux nouveaux amis. Fargeau, renonçant à sa taciturnité, paraissait avoir recouvré ses instincts astucieux d'autrefois. Mais si certaines propositions l'effarouchaient et éveillaient ses scrupules, Legris redoublait de verve, d'éloquence, et il ne pouvait résister. D'ailleurs, des rasades succédaient aux rasades. Fargeau, le premier verre vidé, ne s'arrêtait plus et cherchait dans l'excellence du vin un dédommagement à sa longue abstinence de toute liqueur spiritueuse. Les 2 bouteilles de Saint-Péret étant vides, on en demanda d'autres, puis d'autres encore. L'amphitryon prêchait d'exemple et ne s'épargnait pas de lui-même, si bien qu'à la fin de la séance, il était presque aussi échauffé que son compagnon. On devine le résultat de cet entretien. Peu à peu, une harmonie complète s'établit entre les 2 buveurs. L'or qui remplissait la poche de l'un passa en différentes reprises dans celle de l'autre. Bientôt, Fargeau, à son tour, tira de sa veste un portefeuille gras, et du portefeuille un papier qu'il remit à Legris. Celui-ci, après avoir jeté un coup d'œil sur cette pièce, manifesta une joie extraordinaire. Enfin, Fargeau se leva en chancelant. « Allons, c'est à merveille, et vogue la galère, s'écria-t-il. Je ne veux plus être triste, ma foi. Je veux encore me donner du bon temps. Le chagrin tuerait un chat, 1000 tonnerres. Eh bien, monsieur Legris, c'est entendu. Je retourne à Mercoire, leur donner congé. Puis, j'entrerai au service de monsieur le baron, et nous nous mettrons tous à la recherche de mon ancien valet Jeannot, dont le témoignage est si important dans cette affaire. Je me charge de le faire jaser malgré sa folie. Et de plus, il nous aidera sans doute à rejoindre cette infernale bête du Gévaudan qui a dévoré. Mais il ne faut pas penser à cela. Un mot seulement. Legris, êtes-vous sûr que monsieur le baron ne vous désapprouvera pas? Il tiendra toutes mes promesses, père Fargeau, je vous en réponds. Et s'il faut l'avouer, c'est en son nom que j'agis. C'est son or qui sonne maintenant dans vos poches. Partez donc, et hâtez-vous de revenir. En attendant, un dernier coup à la santé de votre nouveau maître, le baron de La Roche-Boisseau. Oui, oui, à la santé de monsieur le baron, s'écria Fargeau, qui vida son verre résolument. Et puisse-t-il couvrir de honte ces scélérats de moines, y compris cet hypocrite de prieur qui a pris des airs si orgueilleux avec moi. Ah, ah, l'on saura maintenant de quel bois je me chauffe. Et les autres, là-bas à Mercoire, comme je vais les remettre à leur place. Et ce grand grippe-soleil de chevalier, avec ses mâchoires en casse-noisette, et cette vieille bégueule de sœur Magloire, et ces fainéants de laquais, comme je vais les rembarrer, leur faire envie avec mon or. Il me tarde de voir cela. Tenez, je veux partir, je pars. Ah, Legris, s'écria-t-il avec attendrissement, en versant des larmes vineuses, vous êtes mon bienfaiteur, mon camarade, mon meilleur ami. J'étais aveugle, imbécile, malheureux. Tu m'as ouvert les yeux et l'esprit. Tu m'as remis la joie dans le cœur. C'est entre nous désormais, à la vie, à la mort. Il faut nous séparer maintenant, mais je reviendrai demain.
et nous ne nous quitterons plus. Que de bonnes parties nous allons faire ensemble. Allons, viens m'accompagner. Je veux que tu me voies monter à cheval. On ne devrait plus quitter ses amis, mon bon Legris. » Tout en parlant, il avait passé son bras sous celui de son compagnon de bouteille, et il l'entraînait vers la porte. Ils traversèrent ainsi la salle basse de l'auberge, où se trouvaient la veuve Richard et les gens de service. Legris, comme nous le savons, était vêtu avec une extrême élégance. À son chapeau galonné d'or, à son habit de soie, à ses dentelles, à ses nœuds d'épaule, on l'eût pris pour un véritable gentilhomme. Fargeau, au contraire, avec sa tournure commune, sa face ignoble et son costume terne, offrait le type de l'ivrogne du plus bas étage. Aussi, quoique l'un et l'autre eussent également les vêtements débraillés et la face enluminée, ce rapprochement inspira-t-il le plus vif dégoût à la belle hôtesse et à ses servantes. Sans s'inquiéter de cette muette désapprobation, ils gagnèrent la cour de l'auberge, où Fargeau retrouva le vieux cheval poussif qui l'avait amené. On entendit encore échanger quelques paroles amicales et des recommandations. Puis le voyageur se hissa péniblement sur sa monture et partit en chantant son refrain favori. Le frère buvait comme 4 et le prieur comme 10. Une minute après, Legris accourait d'un pas titubant pour rendre compte à la Roche-Boisseau du résultat de sa mission. Le baron, qui achevait de déjeuner, fronça d'abord le sourcil en voyant l'état où se trouvait son confident. Mais quand Legris lui eut raconté les détails de son entrevue avec Fargeau, surtout quand il lui eut montré le papier important dont le garde avait refusé de se dessaisir jusqu'à ce jour, la Roche-Boisseau ne put modérer ses transports. « Cette fois, je les tiens !» s'écria-t-il impétueusement. « J'ai là de quoi faire rentrer sous terre ces moines insolents. Une accusation d'assassinat, quelle bonne fortune! La menace de publier ces abominations suffira seule pour les décider à me restituer les domaines de Varinas. Et quel beau rôle je jouerai! J'aurai l'air de poursuivre seulement la vengeance de mon jeune cousin assassiné. Ma colère et ma haine contre ces gens-là ne pouvaient souhaiter mieux. Divinement manœuvré, maître Legris. Vous ne vous êtes pas épargné dans la bataille, à ce qu'il paraît. Aussi, tant de bravoure me désarme, et vous aurez votre part dans la victoire, je vous le promets. Que Fargeau nous donne l'occasion de tuer la bête de Gévaudan, et la belle châtelaine sera pour vous avec toutes ses richesses. Vous voyez que je ne marchande pas vos services. » Peut-être y avait-il de l'ironie dans cette promesse du baron, mais Legris, dont la perspicacité ordinaire était émoussée en ce moment, ne s'en aperçut pas. « À la bonne heure, la Roche-Boisseau, dit-il chaleureusement. Je reconnais enfin votre générosité habituelle. Vous serez bientôt au comble de vos vœux, je vous le prédis. Confiez cette affaire au vieux, vous verrez ce qu'il en tirera. Le succès est certain, et mon père fera toutes les avances, je m'en porte garant. Quand je vous disais, baron, que je réussirais. Et encore, voyez comme je suis bon ménager de votre bien. Voici une douzaine de louis que j'ai trouvé moyen de soustraire à la rapacité de notre homme. » En même temps, il présentait dans sa main tremblante les pièces d'or annoncées. La Roche-Boisseau détourna la tête. « Je n'en veux pas, » répliqua-t-il avec mépris. « Vous remettrez cet argent à Fargeau. Il lui appartient. »« Vous n'en voulez pas ?» reprit Legris. « Il y a pourtant des jours où vous n'en avez pas trop, baron, et vous serez heureux de les retrouver au besoin. Je vous les garde donc. Il ne faut pas être si prodigue. Ah, mon cher La Roche-Boisseau, poursuivit-il en changeant de ton, tout à coup, et en se renversant dans un fauteuil, vous ne pouvez comprendre quel sacrifice impose l'amitié. Croiriez-vous que je me suis abaissé jusqu'à boire en compagnie de ce manant?
et à le traiter en camarade? Et cela devant la Richard et ses servantes, qui avaient l'air de me rire au nez. Peut-on s'avilir ainsi? Et la réaction continuant, il fondit en larmes. C'est en s'abaissant parfois que l'on s'élève, dit le baron. Vous mettrez Fargeau à la raison, quand vous serez châtelain de Mercoire. Fin de la section 16, lue par Margot.